Anna Lombert, bonjour. Bonjour. Tu es philosophe et maîtresse de conférences à l'université Paris 8 et récemment tu as publié deux ouvrages dont l'un coécrit avec Gaël Giraud qui se nomme Le capital que je ne suis pas et un autre ouvrage qui se nomme La bêtise artificielle. Pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de ce qui t'a amené à t'intéresser à la technologie et à son impact sur notre société ? Oui, tout à fait. En fait, moi, c'est à partir d'une perspective philosophique en fait, que j'en suis venue à ces questions d'actualité technologique et politique, parce que j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse de philosophie sur deux penseurs, donc Gilbert Simondon et Jacques Derrida, qui sont deux philosophes contemporains qui ont écrit dans les années 60 et jusque dans les années 80, disons, même un peu plus. Et qui se sont vraiment intéressés à la question de la technique et à la question de l'écriture en philosophie, en partant du principe que c'était des questions qui avaient été un petit peu négligées en fait par la tradition philosophique occidentale, notamment parce que celle-ci demeure dans des catégories oppositionnelles, par exemple entre l'intelligible et le sensible, la nature et la culture. Je sais pas, l'intellectuel et le manuel. Et toutes ces catégories-là, en fait, elles rendent compliqué de penser la technique à proprement parler, qui est toujours un petit peu entre les deux, en fait, d'une certaine manière. Et donc, les gestes de Simondon et de Derrida, ils sont complètement différents, mais ils partagent quand même, disons, cette intention de faire de la technique, d'une part, et de l'écriture, d'autre part, une véritable question philosophique en fait. Et à partir de là, moi j'ai beaucoup travaillé aussi avec un philosophe encore plus contemporain qui s'appelle Bernard Stiegler, qui a hérité en fait de ces deux philosophes notamment, et qui lui s'intéressait vraiment à la question des technologies numériques et de leurs enjeux psychiques, sociopolitiques. Et donc j'ai travaillé avec lui dans le cadre d'un projet de recherche contributive qui avait pour but de lutter contre les effets prolétarisants des technologies numériques, on y reviendra sans doute par la suite, et d'expérimenter ce qu'il appelait l'économie contributive. Et donc là, je me suis vraiment confrontée en fait à, disons, à des questions beaucoup plus contemporaines, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus concrètes et beaucoup moins théoriques que celles que j'avais pu travailler dans le cadre de ma thèse. Et c'est ce qui m'a conduit ensuite, j'ai fait partie du Conseil national du numérique et j'ai essayé avec différentes associations collectives de m'impliquer un peu dans les débats contemporains au sujet des enjeux politiques du numérique. Et avant de parler plus en détail d'intelligence artificielle et de technologies plus modernes, j'aimerais qu'on essaye de comprendre un petit peu mieux ce qu'on désigne en fait par le terme de technologie ou même de technique. Et il y a un terme qui revient pas mal dans tes ouvrages, c'est celui d'exosomatisation. Et je pense que c'est un terme intéressant à analyser pour comprendre en fait quelle est la nature du développement technique. Est-ce que tu pourrais peut-être un petit peu en parler ? Oui, je peux en parler un petit peu. Alors, en fait, ce terme d'exosomatisation, c'est un terme qui est mobilisé par Bernard Stiegler, notamment. Comme je suis très influencée par la pensée de Bernard Stiegler, je reprends, disons, à mon compte un certain nombre de termes qui me semblent pertinents et qui désignent vraiment le processus d'extériorisation technique dans le cas notamment, pas seulement, mais notamment dans le cas de l'espèce humaine. C'est-à-dire l'idée que le processus d'hominisation est un processus d'extériorisation technique. Ça, c'est une idée qui était au centre des travaux d'un paléoanthropologue qui s'appelle André Leroi-Gourhan, qu'on cite aussi dans la conclusion de notre livre avec Gaël Giraud, et qui a expliqué que l'hominisation, c'est-à-dire l'évolution de l'espèce humaine, en fait, est liée à un processus d'extériorisation technique à travers lequel l'humain va extérioriser, les humains plutôt vont extérioriser des fonctions, des capacités qui étaient auparavant dans leur corps, d'une certaine manière, donc endosomatique, endo voulant dire à l'intérieur, somatique, le corps, vont les extérioriser, exo, donc extérieur et somatique, toujours le corps, vont les extérioriser dans des organes artificiels, en fait, des organes techniques, d'une certaine manière. Et ce qui est très intéressant, c'est que, donc Leroi-Gourhan, en fait, a toute une théorie qui montre que ce qui caractérise l'humain, finalement, c'est pas son intelligence, sa conscience, son esprit, mais c'est sa bipédie, c'est-à-dire le fait qu'il se tienne debout, que du fait qu'il se tient debout, eh bien, ses membres antérieurs, donc ses mains, par exemple, sont libérés pour attraper des choses, pour fabriquer des outils, et puis du fait que la fonction préhensive est assurée par les membres antérieurs, la bouche qui avait, dans le cas des quadrupèdes par exemple, avait une fonction préhensive, est libérée elle aussi
et donc va être libéré pour l'articulation, pour le langage, etc. Et donc en fait, le roi Gourand s'intéresse à ce complexe entre, l'outil, les gestes et le langage, la parole, d'où le titre de son livre, Le geste et la parole, enfin, d'un de ses principaux ouvrages. Et c'est très intéressant de regarder en fait comment nous avons évolué selon les différentes époques, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, en s'intéressant à ce rapport justement entre les gestes et la parole, les outils et le langage, les technologies, les images et les symboles. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi, peut-être juste pour finir sur cette notion d'exosomatisation et d'extériorisation technique, c'est que le roi Gourand insiste sur le fait que nous extériorisons aussi notre mémoire dans tous ces supports techniques et que la mémoire sociale, la mémoire collective, elle est conservée dans tous ces supports techniques qui vont évoluer. Et donc, les manières, disons, de conserver et de transmettre la mémoire collective, donc la culture, en fait, vont aussi évoluer en fonction des évolutions technologiques et même industrielles. Et par ailleurs, le roi Gourand s'intéresse aussi à la coévolution entre les outils lithiques, donc les outils préhistoriques, et les cerveaux des humains. Et il montre qu'il y a une coévolution, il y a une corrélation entre ces deux processus, entre la transformation des cerveaux et la transformation des outils. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant quand on s'intéresse aujourd'hui aux enjeux des technologies numériques d'un point de vue cérébral, cognitif, etc. Parce qu'on se rend compte que cette découverte-là, elle est toujours d'actualité, en fait. Il y a beaucoup d'études qui montrent, et j'en reparlerai peut-être un peu tout à l'heure, que selon les médias que nous utilisons, nos cerveaux se désorganisent et se réorganisent. Donc, quand nous lisons, par exemple, sur un livre papier, nous n'avons pas la même activité cérébrale que quand nous utilisons, par exemple, ChatGPT. Donc, il y a vraiment un enjeu là qui me semble très important pour l'époque contemporaine. Ouais. C'est intéressant que tu nommes le roi Gourand, parce que j'ai coécrit un livre sur la sédentarité récemment, et justement on a repris l'une de ses phrases qui disait que l'homme commençait avec les pieds, notamment. Et ça fait penser à un autre penseur, Marshall McLuhan, donc un théoricien des médias, qui expliquait que toute extension était aussi une amputation. Et par extension, il parlait du fait, par exemple, que quand on crée la voiture, c'est une forme d'extension des jambes et des pieds humains qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Mais c'est aussi une amputation parce que du coup, on n'utilise plus nos jambes et on n'utilise plus nos pieds. Et du coup, ça nous rend sédentaires. Et donc, en fait, une extension technique qui est mal pensée, ça peut en fait avoir des effets négatifs, indésirables, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment la question du pharmacone, tel que la pense Stigler dans la suite de McLuhan, même si y a quand même... on peut faire des rapprochements entre ces deux pensées de la technique et des médias, et notamment sur ce point-là, parce que l'idée... en fait, quand Stigler va essayer de relire les analyses de Platon sur l'écriture... en fait, il va faire dire à Platon exactement la même chose que ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le fait que l'écriture permet d'extérioriser la mémoire, donc c'est une technique qui nous permet de conserver beaucoup plus de connaissances, mais en même temps, à partir du moment où on a extériorisé notre mémoire sur un support écrit, on la pratique plus d'une certaine manière, on l'exerce plus. Et donc, l'écriture est pharmacologique au sens où elle est à la fois un poison et un remède. Le pharmacone veut dire à la fois le poison et le remède. Et si elle est pharmacologique, l'écriture, c'est exactement pour cette raison-là, parce qu'elle permet d'augmenter la mémoire, mais au moment même où elle l'augmente, elle la diminue puisque cette mémoire n'est plus exercée. Donc en fait, à chaque fois, c'est vraiment la question de savoir quelle est la capacité extériorisée d'une certaine manière et quels sont les risques à ne plus extérioriser, à ne plus pratiquer, à ne plus exercer cette capacité pour un corps vivant, quoi. Que ce soit une capacité, physique ou que ce soit une capacité psychique. Ouais. Et ce paradoxe, d'ailleurs, il se retrouve aussi dans les écrits de Gunther Anders quand il parle de la télévision. Alors peut-être qu'il a été aussi repris par Stigler qui a pas mal travaillé sur les effets de la télévision. Mais Anders parle du fait qu'en fait, en mettant la télévision dans le salon familial, d'une certaine manière,
le monde lointain devient familier, c'est-à-dire que les événements qui se déroulent à l'autre bout du monde, on les importe dans le confort douillet de notre salon. Mais par la même occasion, le monde proche, donc notre famille, nos amis, etc., puisqu'on est hypnotisé par justement la télévision, ce monde-là finalement s'effondre et d'une certaine manière disparaît. Donc ça crée un effet de distanciation aussi. Tout à fait, oui, à la fois un effet de rapprochement et de distanciation, tout à fait. Et l'un des points aussi très intéressants, si je me souviens bien de cette analyse de Anders sur la télévision, c'est aussi l'idée que ça nous met d'une certaine manière à la fois en rapport avec du lointain, avec lequel on n'aurait jamais pu être en rapport avant, mais aussi ça nous met dans un rapport passif à ce lointain, au sens où nous le voyons, mais lui ne nous voit pas d'une certaine manière. Les événements que nous regardons à la télévision, dit Anders, nous les percevons, mais nous ne sommes pas perçus par eux d'une certaine manière. Et donc, nous ne pouvons pas agir sur eux. Donc, ça peut, lui, c'est le risque qu'il voit, inscrire une forme de rapport de passivité à l'égard des événements qui se déroulent devant nous. Et à force d'être dans ce rapport-là, disons, de l'intégrer, de l'intérioriser, ça pourrait nous rendre passifs dans notre vie quotidienne, en fait. Je crois que c'est un peu ça sa crainte. Donc oui, voilà, c'est toujours cette dualité, quoi. On va pouvoir voir quelque chose qu'on n'aurait jamais pu voir auparavant, mais la manière même dont on le voit peut aussi nous déposséder de certaines capacités, là par exemple, de participation, d'action, etc. Le média La Fabrique Sociale est encore loin d'être soutenable financièrement. Si son contenu vous intéresse et que vous souhaitez contribuer au développement de cette chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur ma page Tipeee. Même les plus petits gestes sont essentiels pour la pérennité de cette chaîne. Le lien est disponible en commentaire. Merci d'avance pour votre soutien. Par rapport aussi à la technologie, le langage, d'une certaine manière, peut être considéré comme une technologie et peut-être la plus fondamentale justement du développement humain. Tu dis dans ton ouvrage que les catégories de langue conditionnent les catégories de pensée. Et ça m'intéresserait de t'entendre développer justement cette thématique. Oui, alors l'idée c'était tout simplement de dire que effectivement quand nous pensons, nous pouvons avoir parfois des pensées sous forme intuitive et pas conceptuelle, et certaines personnes, d'ailleurs les artistes par exemple, pensent à travers leurs œuvres musicales, picturales, etc. Donc n'ont pas nécessairement besoin de mots pour penser, c'est ça que je veux dire. Mais dans la vie quotidienne et pour la plupart d'entre nous, en fait, nous pensons quand même avec des concepts, des catégories que nous allons plus ou moins appliquer au monde qui nous entoure. Et en fait, ces catégories, d'une certaine manière, nous permettent de comprendre le monde qui nous entoure, mais en même temps, elles vont aussi avoir un effet en retour sur les expériences que nous pouvons faire de ce monde ou pas. Par exemple, vous savez, il y a certaines langues inuites qui possèdent toutes sortes de mots pour dire la neige ou le blanc, je ne me souviens plus. Mais l'idée, c'est tout simplement que ces personnes-là, ces groupes culturels-là, en fait, ils ont une expérience de la neige et du blanc qui est bien plus diversifiée que la nôtre, parce que voilà, ils vivent dans certains milieux qui impliquent en fait des formes d'expérience différentes et beaucoup plus complexes sur ce point-là en tout cas. Et donc on voit bien que en fonction des catégories que nous mobilisons, nous avons des représentations du monde, ou du moins des expériences du monde qui sont différentes. Et donc moi, si j'en parlais dans le livre, c'est parce que nous sommes aujourd'hui confrontés avec les IA génératives notamment à la génération automatique de textes et donc de concepts et de catégories par des dispositifs, disons, algorithmiques qui ont été produits par des entreprises privées selon certains agendas, on y reviendra peut-être par la suite, mais qui vont du coup avoir une influence sur les catégories et les concepts que nous allons mobiliser. Parce que, évidemment, si nous nous reposons, entre guillemets, sur ces dispositifs-là pour générer à notre place des paroles ou bien des textes ou bien même des images ou des sons, en fait, les catégories qui vont être privilégiées par ces machines vont devenir dominantes dans notre vie courante, et nous allons les intérioriser, les adopter, etc. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais lu une étude qui montrait, que je cite dans le livre, qui montrait que les scientifiques qui avaient écrit leur papier scientifique en s'aidant
du dispositif ChatGPT, en fait, on avait observé que lorsqu'ils faisaient leurs conférences à l'oral, eh bien, ils reprenaient un certain nombre de catégories qui étaient les plus mobilisées par ChatGPT. Et donc, il y aurait ce qu'on pourrait considérer comme une contamination, même si le terme est peut-être pas adéquat, mais disons, de ce langage machinique ou disons algorithmiquement produit, qui vient contaminer, disons donc, notre langage, nos langues idiomatiques, singulières, différentes selon les lieux, selon les localités, les nations, les continents, etc. Et puis aussi les milieux sociaux et tout ça, les régions. Et donc, moi, tout ça me faisait craindre, en fait, deux choses. D'une part, un risque d'uniformisation ou de standardisation des pratiques linguistiques et donc des manières de voir le monde. Et puis, d'autre part, le risque aussi, une nouvelle forme de pouvoir idéologique. Parce que ceux qui décident des catégories que nous utilisons pour penser, ce sont aussi ceux ils exercent de fait un pouvoir sur nos esprits. Et comme ces dispositifs-là, bien souvent, ne sont pas des dispositifs publics, communs, partagés, mais qu'ils sont produits par certaines entreprises privées avec des buts commerciaux, politiques divers et variés, on peut craindre aussi, il y a des enjeux politiques et idéologiques dans l'usage quotidien de ces systèmes d'intelligence artificielle générative. Ce risque d'uniformisation culturelle dont tu parles, selon toi, il vient du fait que des machines comme ChatGPT en fait, s'efforcent à calculer quel est le mot le plus probable qui intervient lorsqu'on lui fait une requête, et du coup, il a tendance à créer des moyennes qu'à favoriser, par exemple, des résultats singuliers quand il nous donne des réponses, quoi. Oui, voilà. En fait, le fonctionnement probabiliste de ces dispositifs implique que ce qui est suggéré, ce qui est généré, ce sont toujours des séquences de signes probables. En réalité, les algorithmes ne travaillent pas ni sur des lettres, ni sur des mots, ni sur des phrases, mais vraiment sur des tokens, donc des petites séquences de signes, et ils calculent des probabilités de petites séquences de signes. Donc forcément, il y a un renforcement effectivement des moyennes, il y a un renforcement des majorités, des stéréotypes, des clichés, etc. C'est la raison pour laquelle au début on voyait que les textes ou les images générées reproduisaient vraiment des biais, parfois racistes, misogynes, etc. Et puis, donc effectivement, ça crée un effet d'uniformisation parce que les écarts, les originalités, les improbabilités ne sont pas prises en compte par les calculs statistiques et donc ne sont pas valorisées et donc sont un peu éliminés de manière systémique, en fait. Et ça, c'est potentiellement, évidemment, ça crée une standardisation des contenus symboliques, mais c'est aussi dangereux du point de vue de l'évolution culturelle, parce que dans tous les champs culturels, que ce soit l'art, la science, la philosophie, etc., c'est toujours à partir de ces écarts, de ces singularités, de ces improbabilités que le champ culturel peut évoluer, en fait. C'est parce que il y a des écarts par rapport à la norme ou par rapport aux idées reçues que on peut, voir apparaître des nouveautés qui vont ensuite être des bifurcations qui vont ensuite elles-mêmes devenir des normes, etc., etc. Donc ça, je crois qu'aussi, c'est un problème en termes de renouvellement culturel. Et puis, le deuxième point qui me semble vraiment important, c'est le fait que de plus en plus, Internet va être rempli de contenus déjà automatiquement générés, et donc que les grands modèles de langage ou les générateurs automatiques de sons d'images vont s'appuyer sur des contenus déjà automatisés, donc déjà probabilisés, déjà uniformisés, déjà standardisés, pour effectuer leurs calculs, pour produire de nouveaux contenus. Donc en fait, on a une sorte de probabilisation au carré. Je ne sais pas très bien comment décrire ce phénomène. Dans le livre, je parle d'anthropisation culturelle, parce qu'en fait, pour moi, ce terme d'anthropisation, je le tiens aussi de Bernard Stiegler et au sens où l'emploie Bernard Stiegler, parce que la question de l'entropie est une question très complexe par ailleurs, mais en ce sens-là, lui, ce qu'il veut dire, c'est que est anthropique un système dont le fonctionnement détruit ses conditions de possibilité. Et là, il me semble qu'on a vraiment affaire à ce type de système. Plus on les utilise, plus on a des contenus générés automatiquement qui vont être présents en quantité largement supérieure des contenus humains. Et donc, ces systèmes vont faire leurs calculs sur ce type de contenu, mais c'est un peu comme si vous faisiez la photocopie d'une photocopie d'une photocopie, c'est-à-dire que vous avez un résultat qui va être de plus en plus dégradé, en fait, de moins en moins pertinent.
Et donc ça me semble aussi un vrai enjeu pour, disons, l'avenir de nos milieux symboliques numériques. Et là, du coup, on parle d'une certaine manière de la deuxième vague de l'intelligence artificielle qu'on pourrait qualifier de générative. On va dire qu'il y a une première vague qui est arrivée il y a déjà quelques années, qui touche aux algorithmes en fait, de recommandation, qui sont des formes d'intelligence artificielle. Est-ce que cette uniformisation culturelle, elle n'est pas déjà présente depuis en fait, la présence de ces algorithmes ? Si je prends un exemple qui me vient en tête, je suis toujours assez... fasciné et aussi terrifié par exemple, les vignettes sur YouTube. Le fait que, puisque on essaie d'optimiser le niveau d'engagement des utilisateurs, on va être amené, en fait, pour vendre notre vidéo YouTube, à créer des images avec de plus en plus de couleurs, des sortes de stimulus super normales, en fait, vraiment des images qui vont vraiment retenir le regard. Et ça amène, par exemple, les débats entre certaines personnes à être présentés de plus en plus comme des combats de boxe. Puisque du coup, la conflictualité fait que ça va mécaniquement justement augmenter le niveau d'engagement, ou alors ça va amener les gens à faire des têtes un peu ahuries qui transmettent des émotions, parce qu'en fait, c'est ça qui va capter notre regard. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas déjà une uniformisation qui est déjà en place par rapport à ce genre de choses. Si, c'est certain. Je pense que c'est pas le même type d'uniformisation, mais c'est aussi un phénomène d'uniformisation, notamment dans les styles aussi des vidéos. On voit bien, et je crois, alors là, tu es mieux placé que moi pour en parler, mais je crois que certains créateurs de contenu soutiennent que c'est un problème parce que, en raison, disons, du fait que l'idée, c'est d'amplifier les contenus qui font beaucoup de vues, etc. Et donc, en fait, eux-mêmes, par rapport à eux-mêmes, vont être tentés de répéter les choses qui ont bien marché afin de faire le plus de vues possible, et au lieu d'inventer des formes éventuellement nouvelles, ou alors tout simplement de se conformer d'un point de vue formel aux vidéos qui ont beaucoup de succès, etc., pour essayer d'avoir le même succès. Et donc, en fait, c'est une sorte de logique de l'audience qui était déjà à l'œuvre du temps de la télévision, mais qui s'est transposée maintenant sur des plateformes de contenu comme YouTube, par exemple, qui sont des plateformes de contenu qui sont fondées sur l'économie de l'attention. Et donc, sur l'idée qu'il faut faire le plus de vues possible pour maintenir les individus engagés, comme ils disent, mais selon Anders, justement, on n'est pas du tout engagé quand on regarde ce genre de vidéos, mais disons pour maintenir les individus connectés le plus longtemps possible, pour pouvoir vendre de la publicité, etc. Donc oui, ça c'est clair que ça conduit à une logique d'uniformisation. Après, je crois que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est la combinaison de ces deux logiques d'uniformisation, à la fois celle liée aux algorithmes de recommandation et celle liée aux algorithmes de génération, si je puis dire. Parce que il me semble que des entreprises comme OpenAI et Meta aussi sont en train de développer, aux États-Unis en tout cas, des réseaux sociaux avec des vidéos générées essentiellement par IA. Et donc là, on a en fait vraiment la conjonction de ces deux logiques-là, quoi. C'est-à-dire à la fois des images produites industriellement très vite et disons qui seront sans doute complètement insignifiantes, et puis de l'autre côté des algorithmes de recommandation qui vont recommander ces images là encore à la vitesse de la lumière et qui vont recommander celles qui feront le plus de vues, qui susciteront le plus de réactions, qui déclencheront le plus de pulsions, et donc ce type de réseaux sociaux-là, à mon avis, ils sont vraiment antisociaux, ceux-là, pour le coup. Oui. Ouais, complètement. Quels sont les liens qu'on pourrait établir entre le taylorisme du début du XXe siècle, où on a cette image de Charlie Chaplin dans les temps modernes qui essaie de suivre le rythme de la machine mais qui n'y arrive pas bien, et qui crée une sorte de prolétarisation des corps, et ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle aujourd'hui? En fait, moi, j'essaie faut manipuler cette analogie avec précaution, mais je trouve qu'elle est parlante parce que ce qui se joue aujourd'hui, c'est non plus l'extériorisation des savoir-faire dans des machines mécaniques, comme à l'époque de ce que décrivait Marx notamment, donc à l'époque, disons, de la grande industrie, du machinisme, etc., où les artisans vont se voir déposséder de leur savoir-faire singulier parce que ces savoir-faire singuliers vont être extériorisés dans des machines mécaniques sous forme de procédures automatiques qui vont ensuite s'appliquer en retour aux ouvriers qui vont devoir adapter en fait leurs gestes à la mécanique de la machine. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui,
Ce qui se joue, c'est l'extériorisation de nos savoirs-pensés dans des systèmes algorithmiques. Savoirs-pensés qui sont singuliers parce qu'ils procèdent toujours de notre mémoire, de notre imagination, et que notre mémoire et notre imagination, ce sont des facultés intrinsèquement singulières. C'est-à-dire que comme nous n'avons pas eu tous la même vie, forcément, nous avons une mémoire différente, même si nous avons appris les mêmes choses, etc. Il y a un socle commun de connaissances, mais enfin, chaque mémoire est singulière parce que chaque vie est singulière. Et de même, chaque imagination, nos attentes, nos désirs sont intrinsèquement singuliers. Mais quand nous extériorisons ces savoir-penser ou ces facultés psychiques dans des systèmes algorithmiques, nous sommes face à des systèmes qui sont fondés sur des calculs probabilistes, donc qui ne sont pas du tout singuliers, justement, ils sont très probabilisés, disons, parce que ce qui est singulier, c'est ce qui est très improbable, et ce qui est probable, à l'inverse, c'est ce qui n'est pas très singulier. Le problème, c'est que ces systèmes-là, ensuite, s'applique aussi à nos esprits. De même que la machine mécanique allait conditionner dans une certaine mesure les mouvements de l'ouvrier, de même, ces machines algorithmiques vont conditionner les mouvements de nos esprits. Par exemple, quand un algorithme de recommandation me recommande tel ou tel contenu, et puis que ce contenu semble à peu près adapté à mes goûts, etc., je vais me conformer à la suggestion algorithmique au lieu de décider avec ma mémoire, mes désirs, mes attentes, d'aller voir tel ou tel contenu. Et donc, mon activité, disons, psychique ou noétique va être, va être influencée très fortement, voire complètement déformée par les dispositifs algorithmiques. Et c'est encore une autre étape qu'on franchit avec les IA génératives. Parce que dans le livre, en fait, j'essaye d'expliquer qu'il y a une délégation ou une extériorisation de ce qu'on pourrait appeler le savoir s'exprimer, c'est-à-dire nos capacités expressives. Et là, c'est un petit peu le même phénomène, c'est qu'au lieu de mobiliser notre mémoire, notre imagination pour nous exprimer de manière singulière avec notre style, notre accent, notre langage, avec aussi toutes les fautes que nous pouvons faire très souvent, etc., nous allons déléguer cette tâche à la machine, qui est un système algorithmique qui fait des calculs probabilistes sur des quantités massives de données, qui va nous générer un texte très standardisé, très lisse, etc., parfait à bien des égards, mais aussi peut-être complètement insignifiant. Et nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Finalement, à corriger éventuellement quelques erreurs de ce texte, mais nous devenons l'accessoire de la machine, comme disait Marx, de l'ouvrier. C'est-à-dire qu'il ne nous reste plus qu'à corriger les erreurs de la machine, en fait. Et je pense que ça, c'est potentiellement très dangereux parce que tant que nous pratiquons encore la langue, nous pouvons corriger les erreurs de la machine. Mais si, petit à petit, nous ne pratiquons plus nous-mêmes nos capacités expressives, le risque, c'est précisément de n'être même plus capable de corriger les erreurs que feront ces dispositifs. Par exemple, la traduction automatique, on le voit très bien. Si vous parlez, l'anglais, et que vous demandez qu'on vous génère un texte en anglais, vous pouvez le corriger, vous pouvez le retravailler à votre manière, et c'est très utile. Mais si vous ne parlez pas l'allemand, comme c'est mon cas, et que vous demandez à un dispositif automatique de traduction de traduire votre texte en allemand, vous pouvez pas. Vous pouvez rien faire, en fait. Et donc, ces technologies ne peuvent être utiles que si nous avons quand même certains savoirs fondamentaux maintenus vivants à travers leurs pratiques singulières. Donc, voilà, moi, je m'inquiète un peu de la transmission de ces savoirs à l'avenir, quand on essaye, en fait, d'automatiser le plus de tâches possible, y compris le langage humain, qui est quand même, qui a une fonction anthropologique très importante, parce que si on se parle, c'est aussi pour éviter de se taper dessus, quoi. Donc, d'une certaine manière, la capacité à se parler, c'est aussi une capacité à, disons, à sublimer en quelque sorte la conflictualité, ou à faire passer la conflictualité sur un plan symbolique, qui est le plan du débat, de la controverse, etc. Mais si on automatise le langage et l'expression, ça peut être très grave, en particulier quand on est confronté à des dispositifs, à des réseaux antisociaux qui, eux, déclenchent en permanence des pulsions plus ou moins violentes. Donc, voilà. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec ces réseaux antisociaux, il y a une notion que
tu abordes avec Gaël Giraud dans votre dernier livre, c'est la notion de réification. Alors que j'ai défini comme la transformation d'un phénomène abstrait en une chose concrète. Donc si je devais prendre un exemple, et tu me corriges si je me trompe, mais si on prend par exemple le temps, avant l'horloge mécanique, le temps c'est quelque chose d'abstrait, peut-être qu'on se repère avec le temps via la course, en observant la course du soleil, et puis quand on invente l'horloge mécanique, ça devient quelque chose de concret et quantifiable, qu'on segmente en secondes. Et d'une certaine manière, avec ces réseaux antisociaux, on voit, alors ça existe depuis un moment, ça date pas forcément que des réseaux sociaux, mais on voit peut-être une généralisation de la réification de nous-mêmes. Je pense notamment au fait des influenceurs qui vont justement un peu devenir les produits d'eux-mêmes, quoi. On se met un petit peu en vente maintenant sur les réseaux sociaux, et au lieu de travailler pour notre profil dans la vie réelle, on se crée une sorte de jumeau digital qui devient quantifiable avec un nombre de followers, un nombre de likes, etc. Je voulais savoir si tu pouvais peut-être parler un petit peu du lien qui existe entre ce phénomène de réification et en fait le développement de la technologie. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Alors oui. En fait, ce concept de réification, il est un peu complexe, mais je veux dire, il a une histoire, mais je vais pas la raconter Bien maintenant. Mais par contre, pour revenir sur ce que tu disais, et c'est vrai que c'est en ce sens-là qu'on l'utilisait avec Gaël Giraud dans le livre. En fait, ce qu'on disait, c'est que à travers ces technologies numériques, qui sont en fait des technologies d'enregistrement, en fait, il y a toutes sortes de comportements, de relations sociales, d'activités qui sont de l'ordre du temps, de la vie, qui vont pouvoir être enregistrées sous forme de données et devenir du coup une sorte de stock qu'on va pouvoir collecter, exploiter, sur lequel on va pouvoir faire des calculs quantifiés, comme tu disais à l'instant. Donc je pense qu'il y a vraiment ce phénomène-là. Ça me fait penser aussi au processus que Bernard Stiegler appelait la grammatisation, c'est-à-dire le fait qu'un flux temporel va être discrétisé sous forme d'unité et se spatialiser ainsi. Et pour Stiegler, ce processus de grammatisation, c'est vraiment un processus qui est à l'œuvre dans toutes les technologies d'enregistrement. Par exemple, l'écriture est une forme de grammatisation de la parole, au sens où la parole est un flux temporel qui va être spatialisé sous forme d'unités discrètes, donc les mots, les lettres, les phrases, et objectifié d'une certaine manière, réifié, parce que le discours devient chose quand le discours est sous forme de texte. Et puis on a la même chose selon Stiegler avec les technologies analogiques, la phonographie, la photographie, donc l'enregistrement des images, du son, et puis ensuite la radio, le cinéma, la télévision, etc. Et avec les technologies numériques sous forme de données, en fait. Et là, on voit bien que ce sont des technologies d'enregistrement qui peuvent réifier beaucoup plus de choses qu'auparavant. Donc non seulement les discours, les images, les sons, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, nos comportements qui vont être enregistrés en permanence, tous nos comportements en ligne, disons, et puis nos relations sociales, nos échanges de messages, etc., divers et variés, et que ces données-là vont constituer, pour certaines entreprises privées qui possèdent en fait les infrastructures numériques et les services logiciels, une sorte de capital, en fait. Et donc, il y a cette espèce d'opération de capitalisation qu'on essaie de décrire dans ce livre avec Gaël qui s'appelle « Le capital que je ne suis pas ». Et parce que elle est fondamentale dans le cas des réseaux sociaux commerciaux qui vont collecter nos données pour les vendre à des entreprises qui vont pouvoir faire de la publicité ciblée, mais aussi dans le cas des intelligences artificielles génératives. Parce que d'une certaine manière, c'est à partir de toutes ces données collectées que des calculs probabilistes vont pouvoir être faits pour générer des contenus à peu près adéquats à nos demandes. Donc, en réalité, la mémoire collective enregistrée sous forme de données est réifiée, devient une sorte de stock à partir qui va pouvoir être exploité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans un article, Jean Catan et Célia Zolinsky avaient utilisé le terme d'intelligence artificielle extractive. Je trouvais que c'était une notion intéressante pour dire que ces dispositifs sont aussi fondés sur une forme d'extractivisme, c'est-à-dire que toutes ces données que nous avons produites, qui sont en fait nos traces dans le milieu numérique, vont devenir une sorte de fond à partir duquel on va pouvoir extraire
toutes sortes de contenus divers et variés. Mais et sans demander bien souvent ni l'autorisation ni le consentement des usagers et sans les rémunérer. Et donc on parle souvent du droit d'auteur, etc. Mais il y a aussi le fait, on devrait parler aussi des droits des contributeurs. Parce que par exemple, sur une encyclopédie collaborative comme Wikipédia, il y a énormément de personnes qui ont contribué à construire un savoir commun qui maintenant est exploité par des entreprises privées. Donc comment envisager, disons, une forme de redistribution des richesses aussi à partir de cette situation-là. Et ça, c'est une question à laquelle on essayait aussi de répondre dans le livre en disant on pourrait peut-être demander à ces entreprises de contribuer à une sorte de fonds collectif, contributif qui pourrait servir justement à financer de la création de contenu ou à financer des dispositifs contributifs qui permettent la création de savoirs certifiés, etc. Mais en tout cas, je pense qu'il faut absolument y réfléchir parce que sinon, on va finir par épuiser ce stock, justement. Hein. Et là, ce sera évidemment très compliqué. Ouais. Parce que ce qu'on voit d'une certaine manière avec ce processus donc, de réification ou de capitalisation, quand on voit par exemple un arbre qui n'a pas encore été tronçonné dans la forêt, il rend 1 milliard de services justement à l'écosystème dans lequel il est plongé, sauf qu'il n'a pas encore du coup une valeur quantitative attribuée parce que du coup il est à personne. Mais une fois qu'on tronçonne l'arbre, cette fois-ci on sait que le bois il a tel prix. Donc d'une certaine manière, on a créé une forme de valeur qui est monétaire, mais qui écrase en fait d'autres formes de valeur qui étaient présentes quand l'arbre n'était pas tronçonné. En fait, d'une certaine manière, on peut avoir ce même phénomène avec les humains, où si on commence à réifier les humains, je sais pas, moi, on va commencer par exemple à se dire je crée mon profil sur Instagram et mon seul objectif dans ma vie, ça va être juste d'augmenter mon nombre de followers ou de me faire de l'argent, etc. Mais dans ce processus-là, justement, on peut avoir des conséquences négatives, une perte d'authenticité ou une perte de contrôle en fait sur notre propre vie, puisque du coup on devient presque possédé par la logique de l'économie de l'attention qui est que on veut juste maximiser sa visibilité, etc. Donc en fait il y a potentiellement un phénomène similaire qui a lieu ici, quoi. Oui, tout à fait. Et je pense aussi le parallèle avec les questions écologiques est intéressant au sens où si vous voulez, si par exemple l'arbre, si vous le coupez sans vous intéresser nullement à la manière dont vous allez préserver l'écosystème, la forêt, etc., au bout d'un moment, en fait, vous allez détruire vos écosystèmes et vous n'aurez plus les ressources vont s'épuiser, en fait. Donc, c'est une logique autodestructrice, finalement. Et là, on a un peu la même logique avec l'épuisement des savoirs humains. C'est-à-dire que si vous utilisez tous les savoirs qui ont été produits par des humains sur Internet pour entraîner vos machines, mais que vos machines, elles ne produisent pas du tout des savoirs, puisqu'elles produisent des séquences de signes probables. Donc, c'est le contraire du savoir, en fait. Ce sont des stéréotypes, des clichés, etc. Et que vous inondez la toile de ce type de contenu, mais que vous n'imaginez aucun mécanismes de redistribution qui permettent en fait de cultiver, de valoriser la production de savoir humain collectif, en fait, vous allez épuiser aussi vos ressources et votre milieu symbolique numérique, il va être détruit en fait et pollué. Et aujourd'hui, on le voit bien. Moi, je reprends dans mon livre dans le livre de la bêtise artificielle, je reprends cette notion développée par Cory Doctorow de emmerdification qui montre en fait que le milieu symbolique numérique, en gros, Cory Doctorow montre que certains services numériques, du fait qu'ils se sont conformés à un modèle économique publicitaire et qu'ils ne recherchent que le profit immédiat, sont devenus de moins en moins pertinents et fournissent des contenus très peu signifiant finalement. Et en fait, je fais l'hypothèse que on va suivre cette même tendance avec les intelligences artificielles génératives si on n'envisage pas justement de poser des limites à l'usage de ces dispositifs et peut-être aussi d'envisager des mécanismes de redistribution économique aussi. Donc ça c'est un risque, je pense. On parle aussi beaucoup de brain rot, le fait que les images, les contenus qui circulent sur les réseaux sociaux abîment en fait les cerveaux. Bon, je ne sais pas ce que vaut vraiment cette expression, mais en tout cas, c'est clair que c'est cette
les milieux symboliques numériques aujourd'hui, si nous n'en prenons pas soin, ils peuvent effectivement détruire nos esprits, à la fois abîmer nos capacités attentionnelles, nos capacités réflexives, parce qu'ils sont fondés sur le déclenchement de comportements pulsionnels, et puis aussi empêcher, disons, la transmission et le renouvellement de la culture collective, puisqu'ils sont fondés, encore une fois, sur des calculs probabilistes qui risquent, en fait, de conduire à une forme d'insignifiance généralisée, quoi. Un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui des IA donc affectives qui sont en train de se déployer à toute vitesse dans le monde entier. Et c'est un énorme sujet, puisqu'on a déjà des cas extrêmement graves, certains cas de suicide, de dépendance émotionnelle. Et on voit aussi une sorte de fragilité émotionnelle qui est assez fascinante et terrifiante. C'est-à-dire que certaines personnes vont par exemple s'attacher à une intelligence artificielle. Et en fait, il suffit d'un changement de ligne de code à l'autre bout du monde par un ingénieur de la Silicon Valley pour qu'une intelligence artificielle en fait change de nature. Donc imaginons, j'ai noué une relation avec Harry Potter, mais la marque qui détient les droits d'Harry Potter en fait d'un seul coup refuse que ChatGPT utilise Harry Potter comme référence. Du jour au lendemain, alors que moi, l'adolescente de 13 ans, j'avais noué une relation avec mon héros, c'est parti d'un coup. Et donc, il y a une sorte aussi de fragilité émotionnelle qui est assez étrange là-dedans. Mais quel regard, toi, tu portes sur... quel regard général, d'abord, tu portes sur le déploiement de ces IA ? Oui, alors, c'est un sujet que j'ai un petit peu essayé de travailler. J'avais commencé un peu à le travailler dans mon premier... livre sur ces questions qui s'appelait Schizophrénie numérique, et puis j'ai essayé de continuer de le travailler dans le livre de la bêtise artificielle, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ma part aussi, au sens où je suis en train de réfléchir à ces sujets, mais je pense pas être venue au bout, loin de là. Mais disons qu'une de mes hypothèses, en fait, c'était l'hypothèse suivante. Bon, déjà, il y a un aspect... tu parlais de dépendance émotionnelle, et effectivement, on est face à des dispositifs qui vont instaurer cette dépendance émotionnelle. C'est-à-dire que déjà, ce sont des calculs algorithmiques, encore une fois, mais ils emploient la première personne du singulier, le « je », donc pour nous inciter en fait à projeter une forme de personnalité, de conscience, de subjectivité, d'intériorité derrière la machine. C'est encore plus exacerbé, bien sûr, dans toutes les industries des compagnons virtuels, etc., où là, on crée carrément un avatar et tout ça. Bon, mais en fait, ce qui se joue profondément, c'est que quand nous discutons comme ça avec un agent conversationnel, en fait, il n'y a personne derrière, bien sûr. Il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas d'intériorité. Il y a simplement des calculs statistiques, probabilistes, algorithmiques, sur nos données. Donc en fonction des messages, la machine apprend aussi, en fonction des messages qui lui sont envoyés, à envoyer des réponses de plus en plus adaptées, etc. Puis si elle a accès aux données de l'utilisateur sur ses messageries, ses réseaux sociaux et tout ça, c'est encore plus facile, disons, d'avoir des réponses très fines, très précises. Et le problème, c'est que donc, nous sommes face à une sorte de reflet algorithmique de nous-mêmes et non pas à une altérité. Mais nous prenons ce reflet algorithmique de nous-mêmes pour une altérité. Et au point parfois d'en tomber amoureux, puisque, comme tu disais, voilà, il y a des personnes qui veulent épouser leur chatbot. Bon. Et donc ça, moi, ça m'a rappelé le mythe de Narcisse, en fait. Parce que Narcisse, c'est précisément celui qui voit son reflet dans l'eau et qui ne comprend pas que c'est un reflet, et qui prend son reflet pour quelqu'un d'autre au point d'en tomber amoureux et d'ailleurs de se suicider par la suite, voilà, en raison de cette relation impossible, parce qu'on ne peut pas avoir une relation, enfin je veux dire, on ne peut pas avoir une relation s'il n'y a pas d'autre, s'il n'y a pas d'altérité, ou alors il faut changer même la notion même de relation. Mais donc moi, ce qui me fait peur dans la généralisation de ces dispositifs-là, c'est vraiment le fait que nous prenions notre propre image, en fait, pour quelqu'un d'autre. Et je pense que comme ces dispositifs sont faits pour être toujours adaptés, toujours là quand on en a besoin, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour renforcer aussi les utilisateurs dans leurs idées, hein, parce que la machine va toujours vous dire que vous êtes formidable, que vos idées sont géniales, etc. Parce que, évidemment, l'entreprise a intérêt à ce que vous restiez connecté, à ce que vous tombiez amoureux de son produit. Vous imaginez, pour une entreprise, c'est le rêve du capitalisme, quoi, que le client soit amoureux du produit, ne puisse plus s'en passer. Bon. Et donc,
le risque, c'est aussi que les individus se disent que finalement, c'est quand même plus facile de s'entretenir avec ce genre de chatbot que de s'entretenir avec leurs semblables qui ne sont pas disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui parfois ne sont pas d'accord avec eux, avec lesquels il y a de la tension, il y a de la friction. Il y a toujours aussi le risque de la perte et de la séparation, parce qu'on a affaire à des vivants. Donc des vivants, ils peuvent tomber malades, ils peuvent disparaître, etc. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde l'origine de Replika, vous savez, cette application c'est des compagnons virtuels, en fait. Voilà. Des petits amis virtuels. Voilà, des compagnes ou des compagnons virtuels. Et bien, en fait, la personne, l'entrepreneuse qui est à l'origine de cette start-up, parce que à l'origine, c'est une start-up qui est basée en Californie, me semble-t-il. En fait, elle voulait faire revenir son meilleur ami qu'elle avait perdu, qui était décédé. J'ai oublié la cause de son décès. Mais en fait, elle voulait, sur la base de tous les messages qu'ils avaient échangés précédemment, entraîner un algorithme pour pouvoir continuer d'échanger avec lui. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut l'interpréter de mille manières, mais c'est une manière aussi de refuser le deuil, la perte, la séparation, la souffrance que ça implique, bien sûr, mais aussi le travail psychique, la transformation psychique que ça implique. Et donc, on est vraiment dans cette idée d'un refus de la mortalité, qui est d'ailleurs typique des idéologies transhumanistes qui croient qu'on peut télécharger notre esprit dans des clés USB ou dans des serveurs, etc., pour se maintenir après la mort de notre corps. Et ça, on en parle aussi beaucoup dans le livre avec Gaël Giraud, parce que c'est tout un imaginaire, c'est toute une métaphysique très dualiste, en fait, qui croit qu'on peut séparer l'esprit du corps, etc. Mais voilà, on voit bien que la relation à l'autre, en fait, elle est compliquée, elle est faite de difficultés, de risques, mais c'est ça qui fait aussi sa richesse. Et donc là, on voit... le problème, c'est d'imaginer que des individus puissent se refermer dans leur bulle, la bulle de leur compagnon virtuel ou de leur compagne virtuelle. C'est exactement la même logique que les bulles informationnelles sur les réseaux sociaux, en fait. L'idée étant de ne pas sortir de son confort cognitif ou psychique ou affectif. Et je pense que c'est potentiellement très dangereux parce que c'est une rupture, en fait, des liens sociaux qui sont, disons, évidemment à la base des relations familiales, affectives, intimes, amicales, mais aussi sociales et politiques. Donc c'est aussi une forme de dépolitisation qui se joue là derrière. Ouais. Et pour rebondir ce que tu as dit, il y a cette tendance justement à travers le déploiement de cette technologie, en fait, peut-être qu'en arrière-plan, il y a cette vision du monde où on a tendance à voir des contraintes de la vie ou de la réalité comme des problèmes. Donc en fait, la mort de quelqu'un est forcément un problème auquel il faut trouver une solution. Sauf que on sait qu'il y a plein de contraintes dans la vie qui sont absolument nécessaires en fait, et qui sont presque des formes de sagesse justement qui nous permettent de nous développer. Donc avoir à gérer justement un deuil ou même l'effort physique de se déplacer et de ne pas forcément prendre une trottinette électrique qui, du coup, mécanise tous nos développements musculaires, etc. Et donc, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a cette tendance, justement, à tout voir comme un problème, parce que, du coup, si on définit quelque chose comme un problème, on peut derrière proposer un produit ou un service qui est monétisé. Et par rapport au chatbot aussi, après avoir justement échangé avec différentes personnes qui sont tombées dans des relations de dépendance affective avec des chatbots. Je me rappelle que j'avais une conversation avec un jeune étudiant allemand et il m'expliquait vraiment que ce qui le rendait dépendant, c'était cette capacité vraiment à contrôler le chatbot et à lui faire dire exactement ce qu'il voulait dire. Et donc, ça lui donnait un sentiment de contrôle extrêmement important. Et en fait, il me semble que c'est quelque chose qu'on voit déjà un petit peu avant la sortie des chatbots, mais par exemple avec les adolescents, pourquoi ils utilisent très souvent les textos pour discuter entre eux. Mais c'est parce qu'en fait, la discussion spontanée en face à face, etc., c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement et du coup, ça nous expose d'une certaine manière. Tandis qu'en fait, si on commence à parler aux gens en texto, quand bien même ça crée beaucoup d'anxiété parce que c'est très difficile de décoder exactement ce que l'autre veut nous dire et du coup on met des emojis mais c'est pas non plus très suffisant, ça va nous donner une forme de contrôle sur ce qu'on dit et du coup cette forme de contrôle paradoxalement elle nous fragilise dans la vraie vie parce que du coup je pense à une adolescente qui m'a justement dit pour moi parler en vrai c'est gênant. Elle m'a dit littéralement ça, parce qu'en fait elle s'était tellement habituée à parler par téléphone qu'elle avait perdu la faculté justement à parler en vrai quoi.
Ouais, mais c'est vraiment des dispositifs qui exploitent nos fragilités et qui les aggravent, en fait. Moi, c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment dangereux, au sens où ils se présentent comme des remèdes. Ah bah, ce sont des remèdes à la solitude. Mais non, au contraire, ces compagnes et ces compagnons virtuels, là, ce ne sont pas des remèdes à la solitude, ce sont des manières d'exploiter la solitude. Et de même... comment dire, enfin, moi je pense qu'il peut y avoir des relations absolument formidables par mail, par SMS, etc. Enfin, je veux dire, parce que l'écrit rend des choses possibles que l'oral ne rend pas possible, etc. Donc, c'est pas du tout, je fais pas de catégories selon les technologies, mais en revanche, la question qui se pose, c'est l'exploitation de toutes les sphères de nos existences par des entreprises privées et par des services numériques, justement, qui se présentent comme des solutions à nos problèmes, alors qu'en réalité, ils viennent aggraver ces problèmes. Et ça, c'est vraiment l'idéologie technosolutionniste qui nous dit que à tout problème, il y a une solution. Oui, mais la solution, elle est déjà, je ne sais pas s'il y a une solution, mais il y a plutôt une individuation, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que un problème, une contrainte, ça doit nous amener à nous transformer, à nous individuer, à devenir autres, etc. Et puis, surtout, les problèmes psychiques, sociaux, il faut leur apporter des soins sociaux, politiques, collectifs, et non pas les exploiter, les aggraver pour en tirer du profit. Voilà, je dirais, elle est là, la différence. Ouais. Vous mentionnez également dans votre livre rapidement le travail de l'économiste Karl Polanyi qui parlait notamment du fait que la dérégulation du marché, ça crée d'une certaine manière les germes en fait, des autoritarismes dans la société. Et vous mentionnez également le philosophe Jacques Derrida qui soutenait que, je cite, le retour au chez-soi est le résultat de l'expropriation technologique. Et je voulais savoir, selon toi, quel est le lien entre le développement d'une forme de technocapitalisme et la montée en fait des régimes autoritaires dans la société. Oui, alors disons qu'en fait, ce qui m'avait intéressé dans cette réflexion de Derrida, ce qui explique Derrida, c'est que il parle de télétechnologie, ce sont toutes les télé, c'est la distance, donc télévision, téléphone, voir à distance, parler à distance. Les télétechnologies, ce sont ces technologies qui réduisent les délais et les distances d'une certaine manière. Et en fait, il soutient que ces télétechnologies médiatiques, ces technologies de l'information, de la communication, ces médias, comme la télévision dont tu parlais tout à l'heure, avec le lointain qui rentre chez soi, en fait, ils produisent aussi des effets de délocalisation ou de détemporalisation et de dislocation. C'est-à-dire qu'en fait, on a une perte de repères spatio-temporels, en fait, parce que les délais, donc les temps et les distances, donc les espaces, se voient raccourcis, parfois même un peu presque annulés d'une certaine manière. Et donc, il y a un effet de perte de repères et aussi d'uniformisation et de standardisation des pratiques et des savoirs. Derrida soutenait que cela peut se traduire d'une certaine manière par un sentiment d'inquiétude, en fait, par un sentiment aussi d'indifférence généralisée et qui va créer, en fait, un besoin de singularité. Et ce besoin de singularité, il va être canalisé par certains discours idéologiques qui sont des discours identitaires, qui sont des discours de repli sur la frontière, le territoire, etc. D'où cette idée que la dislocation télétechnologique implique en retour, en fait, des logiques qui réclament, en fait, des formes d'identité, d'enracinement, de territorialité, des logiques de repli, quoi. Et je trouve que cette analyse est très pertinente quand on voit aujourd'hui que, on a, disons... on assiste notamment aux États-Unis depuis la nouvelle élection de Donald Trump à une alliance très serrée, disons, entre d'un côté ce gouvernement
ultralibéral, mais aussi autoritaire et qui a un discours, disons, nationaliste, identitaire. Et puis, d'un autre côté, toutes les grandes entreprises de l'intelligence artificielle, notamment les géants du numérique, qui promeuvent une accélération technologique, industrielle et une dérégulation économique aussi, évidemment. Donc, il y a à la fois une sorte d'opportunisme au sens où, évidemment, pour ces entreprises-là qui désirent en fait une dérégulation économique totale et qui désirent pouvoir déployer leurs services numériques partout, indépendamment des lois locales, évidemment, elles sont très intéressées par des politiques ultralibérales qui prônent la dérégulation. Et puis par ailleurs, il y a aussi dans beaucoup de ces géants du numérique, dans beaucoup des entrepreneurs, notamment de la Silicon Valley, une idéologie libertarienne très forte, c'est-à-dire la volonté en fait de remplacer toute forme de puissance publique par des services privés, très clairement. Donc évidemment, ça se combine très bien avec un gouvernement ultralibéral, mais il y a aussi, on le voit bien, des logiques de repli identitaire, de politique réactionnaire en fait. D'ailleurs, ce double mouvement a été nommé accélération réactionnaire aussi par je ne sais plus quel chercheur, excusez-moi, j'ai oublié son nom, mais et je pense qu'en fait Jacques Derrida anticipait ça à travers ses analyses, en disant ne croyez pas qu'en diffusant les mêmes technologies partout sur la planète, vous allez réaliser un grand village global, comme le croyait peut-être un peu McLuhan, même si on va pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Mais en tout cas, ce que disait Derrida, c'est que non, si on annule les singularités et les localités, eh bien, au contraire, on va créer de l'inquiétude, de la frustration, du ressentiment qui va se renverser dans des logiques de repli sur soi, des logiques identitaires, des logiques de fermeture, en fait. Et Bernard Stiegler disait un petit peu la même chose en disant si on ne laisse plus aux groupes humains la possibilité de pratiquer des savoirs singuliers dans des localités, si on standardise, si on uniformise les pratiques locales à travers justement des services numériques et des logiques purement marchandes, on risque d'avoir affaire justement à déjà à des conséquences économiques et sociales dramatiques, et puis par ailleurs à un retour justement et à un succès en fait de ces discours identitaires. Et d'ailleurs, le gouvernement américain cherche à foncer justement dans ce qui est présenté comme une course à l'intelligence artificielle avec la Chine. Est-ce que selon toi, l'Europe devrait également se lancer à toute vitesse dans cette course ? Non, moi je ne pense pas. En fait, je crois que, c'est une course qui serait un petit peu perdue d'avance. Alors ça ne veut pas dire, effectivement, je pense que ce qui est très important, c'est quand même la souveraineté technologique et l'indépendance technologique, au sens où on ne peut pas rester dépendant de services technologiques américains, chinois. On doit aussi, en tant qu'Européens, avoir notre propre autonomie et indépendance sur ce plan-là. Mais pour autant, je ne crois pas qu'il faille faire la course en imitant en fait les modèles américains ou les modèles chinois, qui d'ailleurs se ressemblent beaucoup et se ressemblent de plus en plus, parce que quand on regarde ChatGPT ou quand on regarde DeepSeek, on se dit finalement c'est plus ou moins le même service. Même si il y a plein de différences, mais enfin pour l'utilisateur lambda, et donc ce que je crois, c'est que on a tout intérêt à inventer un autre modèle de développement économique et de développement technologique, au sens où plutôt que de concentrer en fait les capitaux dans quelques entreprises privées pour développer ce type de services qui sont censés se diffuser massivement et être utilisés par tout le monde pour pouvoir être rentables en fait, tout simplement, peut-être qu'on a intérêt à se focaliser plutôt sur le développement de petits modèles d'intelligence artificielle très spécialisés, très spécifiques,
entraînés sur des jeux de données contrôlés et qui peuvent être diversifiés, ces modèles. Donc voilà, ça peut générer de l'innovation dans différents types d'entreprises, etc. Et surtout, des modèles qui soient du coup plus sécurisés aussi, et peut-être aussi qui soient beaucoup moins destructeurs pour notre espace public et informationnel et pour la santé psychique des populations. Parce que je suis frappée par le fait qu'aujourd'hui, effectivement, la dangerosité et la toxicité des réseaux sociaux commerciaux pour les plus jeunes, notamment, est un sujet qui, fait à peu près consensus dans le débat public. En revanche, personne ne s'interroge sur les industries des compagnons et des compagnes virtuelles dont on parlait tout à l'heure. Enfin, toi, tu t'interroges dessus et beaucoup de personnes s'interrogent dessus, mais au niveau politique et au niveau du débat public, je pense qu'il y a là aussi un grand danger et qu'on n'est pas du tout obligé de développer ce type d'industrie, par exemple. Parce que là, pour le coup, je pense même qu'il faudrait s'interroger collectivement sur le fait de savoir si l'usage de la première personne du singulier par ces agents conversationnels n'est pas une sorte de leurre, une sorte de manipulation, en fait, ce qu'on appelle un dark pattern, disons, qui vient nous disons, jouer sur nos biais cognitifs, nos biais affectifs, justement, en nous faisant imaginer qu'il y a quelqu'un derrière l'écran alors qu'il n'y a personne. Et peut-être qu'on pourrait se dire, là-dessus, d'un point de vue, du développement psychique des plus jeunes générations, comme tu disais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont particulièrement vulnérables, on pourrait peut-être réguler plutôt qu'innover. Et innover sur un autre plan qui serait celui des modèles d'IA moins coûteux énergétiquement, plus spécialisés, plus sécurisés. Donc voilà, je pense qu'il y a un avenir dans ces technologies qui n'est pas le même que celui de la Chine ou que celui des États-Unis, et qu'il faut que nous l'inventions en n'ayant pas peur de faire une différence, disons. Parce que si c'est pour rester dans cette logique de compétition, je crains que la course soit perdue d'avance. D'ailleurs, en termes d'alternatives sur, par exemple, les intelligences artificielles de recommandation dont on a parlé et qui ont tendance, justement, en optimisant l'engagement, à détruire la sphère publique. Il y a une association dont on fait tous les deux partie, du coup, qui est Tournesol et qui travaille, justement, à la construction d'algorithmes alternatifs qui ne sont pas basés uniquement sur l'optimisation du niveau d'engagement, mais qui essayent, en fait, de promouvoir des vidéos qui sont jugées d'intérêt public, quand bien même le terme reste difficile à définir, mais c'est un travail qui est nécessaire, en tout cas. Oui, et qui est très très important. J'en parle un petit peu dans le livre, je cite Tournesol et d'autres exemples en disant que là, on a affaire à des technologies à la fois herméneutiques et contributives. Et je reprends un petit peu ces termes de Bernard Stiegler qui me semblent importants, parce que donc ce sont bien des technologies, ce sont bien des calculs algorithmiques, mais ils intègrent dans leur fonctionnement même des pratiques d'évaluation, d'interprétation, de débat, de délibération. Donc là, dans le cas de Tournesol, on a clairement des jugements humains qui vont être exprimés, et c'est à partir de ces jugements humains que les calculs algorithmiques vont recommander telle ou telle vidéo. Mais ce ne sont pas les calculs algorithmiques qui vont, téléguider les décisions humaines. Donc il y a vraiment un renversement. Je trouve que ça illustre bien aussi la logique du pharmacone, c'est-à-dire le fait qu'en fait, nos algorithmes de recommandation pourraient être des choses géniales, parce qu'en fait, si ils étaient basés sur les jugements par les pairs, eh bien, on pourrait entre pairs se recommander des contenus. Donc Tournesol, par exemple, prône cette notion d'utilité publique. On pourrait imaginer qu'il y a des algorithmes de recommandation, je sais pas, spécialisés dans le champ de la philosophie, dans le champ du jazz, dans le champ qui, sur des plateformes de contenu, nous recommandent les contenus culturels qui ont été jugés bons par ces groupes de pairs. Et ça, ce serait vraiment très intéressant. Et par ailleurs, je reprends aussi l'exemple de Wikipédia et l'exemple de cette plateforme Police, POL.is, que j'ai découvert aussi en lisant le livre de Jean-Loup Fourquet et de Lee Nguyen Oang, qui, en fait, sont des plateformes. Wikipédia, tout le monde la connaît, c'est une plateforme évidemment où chacun peut partager ses savoirs, et puis il y a des processus de délibération collective pour pouvoir, disons, certifier collectivement telle ou telle page, même si ça pose plein de problèmes par ailleurs Wikipédia. Et Police, c'est très intéressant aussi parce que ça permet à des individus de faire des propositions politiques sur des sujets, et quand bien même les individus ne seraient pas d'accord du tout et seraient, disons, catalogués dans des groupes antagonistes, eh bien l'idée c'est que certains parviennent à faire des propositions qui trouvent un accord transversal entre deux groupes complètement opposés, deux groupes d'opinions complètement opposés. Et là, on le voit aussi, c'est la logique complètement inverse des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de faire des propositions assez nuancées, mais qui peuvent être parfois très radicales, parce qu'elles sortent justement des sentiers battus,
parce que dans les médias, souvent, on aime bien que les débats soient bien polarisés. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, et il n'y a aucun moyen de trouver un accord entre eux. Mais en réalité, la réalité, heureusement, est un peu différente, c'est-à-dire que parfois on est dans des groupes d'opinion tout à fait opposés, mais on va quand même trouver un consensus sur une proposition. Et donc ce que je veux dire, c'est que là on voit bien que la plateforme, elle est faite pour fabriquer du consensus entre des groupes d'opinion complètement divergents. Alors que sur les réseaux sociaux commerciaux, c'est l'inverse. Le but, c'est de créer des petites bulles informationnelles dont on ne peut pas sortir et de nous séparer, en fait, de polariser les opinions. Voilà, avec évidemment des logiques d'exposition de soi, alors que là, sur Police, bon, c'est anonyme, donc en fait, vous vous exposez pas, etc. Donc, on voit bien encore cette logique pharmacologique. Si la plateforme, elle est conçue selon d'autres modèles économiques, selon d'autres idéologies politiques et selon d'autres fonctionnalités technologiques, en fait, elle peut être un outil démocratique. Donc voilà, ça me semble intéressant de réfléchir aussi comme ça avec cette perspective pharmacologique-là qui n'oppose pas les médias les uns aux autres, mais qui à chaque fois se demande comment transformer ces modèles économiques, comment transformer ces fonctionnalités technologiques pour avoir des effets psychiques et sociaux bénéfiques, intéressants et peut-être même révolutionnaires à certains égards. Ouais. Pour terminer, l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, qui est un personnage controversé, mais qui a commencé à s'intéresser à l'impact de l'intelligence artificielle à 95 ans, qui s'alarmait justement du fait que ce soit les créateurs des technologies qui soient les seuls en charge de l'implémentation des technologies dans la société. Et il explique à la fin de son dernier ouvrage que c'est extrêmement important, vu le développement fulgurant de l'IA, que l'humanité trace en fait des lignes rouges et s'accorde sur une notion, la notion de dignité humaine. Qu'est-ce qui constitue la dignité humaine pour faire en sorte qu'en fait l'intelligence artificielle ne puisse pas empiéter sur cette définition qu'on aura forgée de la dignité humaine. Qu'est-ce que tu penses en fait de cette proposition ou de cette idée ? C'est difficile, peut-être que je vais botter un peu en touche parce que en fait c'est vrai que moi c'est pas forcément un vocabulaire avec lequel je me sens complètement à l'aise. J'aurais tendance à dire que l'enjeu, pour moi, c'est la déprolétarisation. C'est-à-dire, c'est la ligne rouge, si je puis dire, c'est la prolétarisation généralisée. C'est-à-dire qu'on peut sans doute automatiser certaines tâches, bien évidemment, mais on ne peut pas se déposséder de tous nos savoirs, et en particulier pas des savoirs sociaux, des savoirs pensés, voilà, et même de certains savoirs physiques, tout simplement. Et donc la question pour moi, c'est d'imaginer des technologies qui permettent la capacitation individuelle et collective, la contribution collective et la déprolétarisation collective, c'est-à-dire le partage des savoirs en réalité, et la circulation de ces savoirs. Donc voilà, et aussi, un point important aussi, c'est important de tracer des lignes rouges, je suis tout à fait d'accord, mais je crois aussi que ce qui est important, c'est de changer de modèle de développement économique et technologique. Et là encore, quand je travaillais avec Bernard Stiegler, nous travaillions sur l'expérimentation de la recherche contributive au sujet des dispositifs numériques. Et l'idée, c'était de dire que les habitants, en partenariat avec éventuellement des entreprises, des représentants politiques et surtout des chercheurs académiques, etc., peuvent aussi devenir décideurs sur les développements technologiques et industriels. On peut imaginer que les technologies numériques soient conçues et éventuellement co-développées par et pour les habitants dans certaines localités et qu'on ait des diversités de systèmes technologiques en réalité. Et je pense que, voilà, à la fois il est important de tracer des lignes rouges pour éviter une accélération brutale et, disons, une prolétarisation généralisée. Mais en même temps, il est important de transformer complètement la manière dont sont produites et diffusées ces technologies dans les sociétés et de redonner le pouvoir aux habitants sur les développements industriels de l'intelligence artificielle. Voilà. Anna Lombert, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup.